Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'History. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre soirée. Ce soir, nous, on parle de chroniques oubliées contemporains et pour ce faire, j'ai convoqué deux personnes. Oui, je dis tout le temps ça. Non, deux personnes ont bien voulu venir avec moi pour en parler. On va être en compagnie de Mehdi et de Tony. Salut tout le monde. Salut, très heureux Salut. d'être Et là. du coup, Tony passera en dernier. Mais du coup, on a Mehdi. Mehdi, il est tout neuf, il est tout frais. Il est jamais venu sur la chaîne. Du coup, Mehdi, tu vas Ouais. devoir te Ne- prêter au jeu des présentations Ouais, pour les personnes qui ne te ouais, connaissent écoute, pas. neuf et frais sur la chaîne, mais pas dans la vraie vie. Monsieur, Euh, monsieur. je suis un rôliste de longue date. J'ai quelques années de plus que vous, ça c'est certain. Parfait. J'ai commencé les jeux de rôle dans les années 80, c'est dire. Et puis j'ai commencé à écrire au sein d'un magazine qui s'appelait Cassius Belli, Hmm. première itération dans les années 90. Il écrivait des articles, des scénarios, et puis une campagne qui a été rééditée par la suite par BBE, qui s'appelle l'Héritage Weinberg. Hmm. Et puis après un long hiatus, j'ai recommencé justement avec l'Héritage Weinberg à réécrire. Et puis la collaboration avec BBE est devenue plutôt régulière ces dernières années. Et là, c'est l'occasion entre la sortie de Cthulhu Origin et puis la précommande de lundi prochain, de Chroniques oubliées contemporain seconde édition, de sortir de nouveaux ouvrages et d'en parler ce soir avec vous. Ok, super. Alors imagine maintenant que Tony n'est pas là. Voilà, il n'est pas là. Est-ce que tu joues, est-ce que tu fais du jeu de rôle de manière générale et est-ce que tu joues à autre chose que les produits de Black Book Edition? Dis-nous. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça Bah oui. m'arrive. J'ai le même problème que beaucoup de monde, à savoir trouver du temps avec, en même temps que mes amis, pour organiser des parties de jeux de rôle. C'est compliqué, hein. Donc, Mm. on arrive quand même à se débrouiller à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Euh, il y a on aura l'occasion d'en parler, mais il y a une dichotomie claire entre ce que j'écris et ce qui m'intéresse quand j'écris et ce à quoi on joue. Ok. En ce moment, on joue à Chronique oubliée Terre d'Aran. Ok. Et puis, c'est un ami qui nous anime des parties. On s'amuse beaucoup. Et puis, un autre ami nous anime des parties de. Là, c'est son univers à lui, mais en gros, c'est de l'Indiana Jones. Oh, C'est du super. point adventure années 30. Trop Donc, bien. ouais, voilà, on s'amuse énormément. Généralement, c'est plus un défouloir qu'autre chose. Et de toute façon, avec eux, difficile de jouer très sérieusement, vu qu'il y a à peu près un jeu de mots tout pourri toutes les 5 minutes qui sort. Ouais. Donc, Des références à autant choisir Camelot, des jeux. des trucs comme ça, j'imagine. Tout y passe. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça se transforme tout de suite en. D'accord. Voilà. Non, mais c'est cool de voir un professionnel du coup du milieu qui continue à y jouer parce que à chaque fois je pose un peu ces questions-là et au final de moins en moins de personnes qui en font leur métier ou trouvent soit l'envie, soit le temps aussi de pouvoir pratiquer en fait le jeu de rôle. Donc c'est chouette en tout cas si toi tu y arrives. Moi je sais que pendant un moment quand je travaillais là-dedans, travailler dans le jeu de rôle, faire du jeu de rôle, avoir une chaîne de jeu de rôle ça faisait un peu too much quand même, il y a un moment. À un moment, c'était un peu beaucoup, quoi. Donc, je comprends. Et donc, pour t'épauler ce soir, on est en compagnie de Tony. Salut Tony. Salut, salut à toi, Eh salut à bien, tout le monde. écoute, tu vas te représenter, même si tu l'as déjà fait, c'est pas grave. Dis-nous un petit Eh peu, ben, parle-nous de toi. ouais. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Tony, je travaille pour Black Book Edition. Mhm, Je m'occupe de la com et de l'événementiel. Et ça fait quelques années maintenant que j'ai rejoint l'équipe, sachant que je suis Black Book Edition de près depuis très longtemps, depuis l'époque où Black Book c'était le comptoir de la cuisine du boss de Black Book en mhm. 2004, à peu près au moment où tu as commencé le jeu de rôle, je crois, C'est à peu près lorsqu'on s'est ça, vu ouais. tout à l'heure. Voilà, et moi je suis historiquement, je suis un très 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 gros fan de Shadowrun avant d'être rôliste. Ok. C'est un jeu de rôle en particulier sur lequel j'étais assez monomaniaque pendant une vingtaine d'années. Et pour te dire, la première fois de ma vie que j'ai fait un jeu avec un D20, qui était du Chroniques oubliées, c'est quand j'ai commencé à bosser pour Black Book Edition. Voilà. Ok.
J'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Mais voilà, j'ai commencé à faire du Chroniques oubliées il y a quelques années, avec les enfants notamment. Et Ok, voilà, donc ma pratique ludique, c'est du Shadowrun, historiquement du Chroniques oubliées un peu plus récemment. ok. Et Et puis tu, 2-3 tu autres arrives à choses y jouer quand également. même un peu? Alors, là, depuis 1 an moins, mais on s'est pendant 5 ans, entre 2019 et 2024, on s'est fait très régulièrement la campagne Anatazerine avec, Hmm, un pote et son fils et mes enfants, donc on était un bon groupe. Et c'est une campagne, voilà, qui nous a duré 5 ans. Autant me dire super. que les gamins ont grandi avec ça. Ouais, c'est ça, Heu, j'imagine. Là, on en fait moins maintenant, mais on va s'y remettre. Là, on fait une pause quand même parce que je me retrouve en fait, je te dis, je fais du jeu de rôle, mais généralement je Oui. masterise et je fais partie de ces MJ qui rêveraient de pouvoir jouer de temps en temps, mais qui se retrouvent Oh, que toujours je te à être ceux comprends. qui mènent. Voilà, donc là, c'est un peu le on va dire, c'est un peu la pause parce que voilà, mais des petites envies. En fait, on se fait plutôt des campagnes assez brèves. Oui, Moi, j'essaie d'écrire des trucs où, voilà, tu vas pouvoir te faire une campagne complète en 4 soirées, quoi. Donc un peu le modèle d'accord. de ce qu'on a dans des boîtes d'initiation, par exemple. Je vais essayer de faire des scénarios un peu ramassés que tu vas pouvoir Hmm, jouer en 4 fois 2 heures ou en 4 fois 3 heures, on va dire, histoire de tenir ça plutôt que de partir sur des trucs interminables ouais, ouais, qu'on ouais. n'arrive pas à finir. Bah, c'est un des Voilà. choix qu'on a fait aussi sur la chaîne au niveau de nos actual plays, c'est-à-dire que maintenant on essaye de trouver des petites campagnes, tu vois, de grand maximum une dizaine de séances, donc c'est déjà pas mal. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que des grosses campagnes comme à l'époque ou quoi, genre Warhammer, comment elle s'appelait cette grosse campagne là, L'ennemi intérieur? ouais, ouais, voilà. Enfin, il y en a qui le font, hein. Silky le fait Mmh. en live, donc c'est très très chouette. Mais c'est trop pour moi, quoi. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Il peut tellement se passer de choses avec les PJ, etc., que t'arrives rarement jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'on préfère faire les petites campagnes pour avoir une fin propre et la satisfaction de te dire ça y est, on l'a terminé, quoi. Donc voilà. Ce soir, du coup, on va parler de Chroniques oubliées contemporains. Donc c'est une interview ce soir qui a une petite touche particulière pour moi, puisque pour les personnes qui nous suivent et celles qui ne nous suivent pas, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est en partie par Chronique oubliée contemporain, donc la V1, que je suis revenu dans le jeu de rôle. J'avais fait une pause de pas mal d'années, presque une dizaine d'années, et j'en avais marre de tout le temps chercher. Et c'est paradoxal. J'en avais marre de devoir apprendre un nouveau système à chaque fois que je voulais jouer à un truc. Ça me gonflait. Et c'est un ami qui me dit bah, tiens, regarde, Chronique oubliée contemporain. Et bah, tu peux jouer à tout ce qui est contemporain. Je fais ah, c'est vrai que c'est pas mal, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser au financement participatif. C'était mon premier. Et je me suis dit, mais c'est trop bien et tout. Et je me suis dit, bah écoute, tant qu'à prendre le contemporain, on va prendre le fantasy. J'ai pris le fantasy parce que je n'avais jamais fait de high fantasy. Et donc voilà, j'étais content. Et en plus de ça, quelques mois après, je me suis dit, bah, c'est con, Chronique oubliée Fantasy, il est sorti, et puis je peux pas l'avoir, et j'ai rien à jouer, et je peux pas faire de jeu de rôle. Donc j'avais demandé à BBE à l'époque si c'était possible de me l'envoyer en avance, et je sais que c'est super chiant niveau logistique de devoir split les commandes comme ça, parce que bah, déjà il y a les frais de port, ensuite au niveau du suivi, on se rend pas compte, nous, en tant que consommateurs, mais pour y avoir été de l'autre côté, si, c'est chiant en fait. Et pourtant, BBE me l'avait envoyé en avance, donc j'ai pu jouer. Et c'est justement grâce à Chronique oubliée Fantasy et la campagne Anatazerine que j'ai fait la rencontre de ce qui est actuellement Daystory et avec qui je me suis lancé du coup dans cette petite aventure de cette chaîne, etc. Donc voilà, Chronique oubliée contemporain et fantasy ont un petit affect, on va dire, sur ce qu'on est devenu maintenant, quoi. Donc, Et donc je voilà, pense que c'est ton expérience, c'est celle de beaucoup de monde, ouais, que j'ai pu en voir. donc voilà, je suis super content d'en parler. Du coup, sans forcément rentrer dans les détails, mais est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer donc de quoi on parle, qu'est-ce qu'on finance, de quand à quand, voilà, les bases. Je vous donne les bases, et puis je laisserai On- Mehdi rentrer un peu plus dans le détail, ensuite, mais Yes. globalement, on parle de la deuxième édition de Chroniques oubliées contemporains. C'est une deuxième édition parce que heu, les principes de règles qui gouvernent le jeu, sont
véritablement novateur. On reste sur une base de Chroniques oubliées, mais on va voir qu'on s'éloigne pas mal de ce qui faisait Chroniques oubliées contemporain V1, qui était très inspiré de Chroniques oubliées fantasy. Je laisserai Mehdi rentrer un peu plus dans le détail. Donc Chroniques oubliées fantasy, Chroniques oubliées contemporain, deuxième édition. Le financement participatif, la précommande participative commence mardi 31 mars à 19h, 18h45 exactement, Ok. sur Game on Tabletop. Vous allez sur Game on Tabletop, vous voyez dans les projets à venir, vous verrez qu'il y en a un qui commence mardi à 18h45. Je Ça vais va vous durer mettre le 8 lien. jours. Ouais, super. Ça va durer 8 jours. On fait des précommandes participatives qui sont généralement assez rapides. On l'a fait en fin de mois, qui correspond de manière très pratique au moment en général où les gens touchent leur paye. Donc, c'est le bon moment pour la faire. Et donc, ça sera un financement qui sera focalisé sur 3 principaux produits, qui seront le livre de base, qui est Ok. un livre de base qu'on veut accessible, à la fois en termes de prix et en termes de contenu. Ok. Un univers auto-contenu, univers indépendant, complet, qui comprendra un setting, des scénarios et des règles spécifiques qui s'appelle Vigilante City, qui est un univers de justicier, et une campagne qui est écrite par Mehdi, qui se situe dans l'univers de l'héritage Greenberg que tu citais tout à l'heure, Ouais. sur un contexte de guerre du Vietnam, qui s'appelle MK Pharmacos et qui, pour le coup, sera plutôt arrangé dans la catégorie des poids lourds en termes de campagne. Voilà. D'accord. Ok. Campagne avec beaucoup de scénarios et vraiment une intrigue à suivre au long cours. Ok, super. En tout cas, si vous êtes curieuse de voir ce que peut donner un petit peu Chronique oubliée contemporain, on a Allchat dans le chat qui mène du cyberpunk chez notre copine Cécile. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous aurez sûrement les replays sur YouTube. Tu me corrigeras, Allchad, si je dis des bêtises, mais normalement c'est ça, quoi. Et tu peux même mettre le lien si tu veux, Allchad, parce que ça me facilite. Tu es un amour, on t'aime beaucoup. Ouais, alors, Ok, j'en profite, je m'incruste. J'ai une dis-moi. question pour Olshad. Tu fais du cyberpunk avec Chroniques oubliées contemporains, ou tu fais enfin cyberpunk le jeu ou cyberpunk le thème. Mais c'est un univers cyberpunk qui n'est pas cyberpunk lui-même. Ouais. Ça va m'intéresser. Eh ben, écoute, dès qu'il nous donne la réponse, je te la transmets. Parce qu'il y a toujours un Merci. petit décalage en plus. Ok, en attendant, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe autour de ce projet avant qu'on plonge vraiment dans le cœur de ce financement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de l'équipe qui travaille autour de ce projet, les auteurs, donc Mehdi est là, mais illustrateurs, voilà, toutes ces personnes-là qui, dans l'ombre, font quand même un travail incroyable et qu'on ne parle pas assez d'eux. Alors, je vais les citer. Peut-être qu'on rentrera un peu plus dans le détail après, mais Oui. c'est donc Mehdi qui est l'auteur principal sur les nouvelles règles de Chroniques oubliées contemporains. Sur la V1, c'était Laurent Bernasconi. Donc, on garde, Mm. on va dire, la base de l'ADN de Chroniques oubliées. Donc, petit coup de chapeau à Laurent également. Mais c'est vraiment Mehdi qui a revu toutes ces règles-là, qui sont en partie inspirées aussi de ce qu'il avait fait sur Cthulhu Origins, qui est sorti la semaine dernière et qui continue. Le recueil de scénarios sort cette semaine également. Il y a une Ok. filiation entre Chroniques oubliées contemporains et Chroniques oubliées Cthulhu Origins. Ok. Donc Mehdi sur les règles, Mehdi également sur la campagne MK Pharmacos, comme je le disais. Et le setting Vigilante City, c'est Romain D'Huissier, à qui on Oui. doit également Mythic Battles Panthéon, Hong Kong, Chronique de l'étrange et plusieurs autres univers, tous aussi réussis les uns que les autres. Et au scénario, on a notamment deux personnes qui sont Marc Clément et Cédric Lamère. Cédric, à qui on doit notamment plusieurs choses. Il avait bossé sur les légendaires chez nous. Il a Mhm. bossé plus récemment sur Devastra. Oui, on a reçu sur la chaîne, justement. Ouais. Voilà. Après, du côté des illustrateurs, certains des illustrateurs qui sont euh, sur cette nouvelle version de Chroniques oubliées contemporains, c'était des gens qui avaient bossé un peu sur Chroniques oubliées fantasy. Je pense à Pierre-Yves Réal notamment, qui fait des illustrations sur MK Pharmacos. Et
lui essentiellement. Il y a Grégoire Voléger également qui a illustré les derniers suppléments de Polaris qui sont actuellement en précommande, intervient sur cette version contemporaine. Et puis d'autres illustrateurs, je pense à Oscar Faimendi qui est vraiment qui a un style qui est incroyable. Et Ok. puis voilà, il y a d'autres personnes, il y a Alan Albiac, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Et voilà, il y a d'autres personnes qui sont avec des styles assez identifiés pour Super. chaque univers. Ça, c'est cool. On a une Ok. directrice artistique chez BBE qui coordonne tout ça, qui est Marianne, et qui fait un chouette boulot de ce côté-là. À l'édition, Ouais. c'est Marc Trio qui coordonne l'édition des ouvrages de création française chez Black Book Édition. Et puis, c'est aussi un travail collectif en termes de conception, encore un peu plus en amont. Voilà. Ok. Super. On nous dit dans le chat, dans le chat Sambre, hein, du coup, qui a son premier achat pour faire du JDR solo. C'était Chronique oubliée contemporain. Mm. Donc voilà. Et Allshad, du coup, qui nous répond que c'est du cyberpunk, mais sauce Allshad. Hein, il s'est servi de la base donc, du livre de règles de Chronique oubliée contemporain. Et le scénario Avenue of Hope, sorti dans un casus. Ok, j'irai Voilà. voir ça. Ouais. N'hésite pas à me mettre le lien Allshad hein, Ah, c'est cool. pour ces îles. Voilà. Eh ben écoutez, je propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut parler du système? Je vais te mettre à contribution, du coup, Mehdi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du système de chronique oubliée contemporain, notamment des changements par rapport de la V1 en fait à la V2? Oui, bien sûr. Excusez-moi pour la toux. Pas de souci. Alors, chronique oubliée contemporain, il y a des fondamentaux qui, de la V1 à la V2, demeurent les mêmes. Ces fondamentaux, évidemment, c'est le D20. Il y a des caractéristiques, des voies et des étapes préjudiciables. Les voies, elles, se composent de 5 rangs et chaque rang offre une capacité supplémentaire qui permet au personnage d'être plus compétent dans son domaine. C'est un système globalement qui est conçu pour être léger, plutôt intuitif et qui est très modulaire. C'est pour ça qu'il y a une version Chronique oubliée Fantasy avec différents niveaux de magie possibles. Il y a un système qu'on a aussi Chronique oubliée Galactique pour tout ce qui est SF. Et puis il y a évidemment la version contemporaine. C'est une mécanique en contemporain qui permet à la fois de faire si on veut, du dramatique plutôt réaliste, entre guillemets, hein, ça reste du jeu de rôle, ou du pulp adventure action façon film d'action hollywoodien, pour ceux qui préfèrent que ça explose un peu partout et de pas trop mettre en danger leur personnage. Euh, quant au changement, il y en a plusieurs entre la V1 et la V2. Même si les fondamentaux ne changent pas, on a révisé en profondeur les voies, donc le détail des voies, le détail des capacités au sein de chaque rang. Le système de combat a été revu en profondeur, ainsi que les courses-poursuites. Et puis, il y a toute une série de nouveautés. D'abord, à l'instar de Chronique oubliée Fantasy, il y a l'introduction d'une 7e caractéristique, parce que dans la V1 de contemporain comme de fantasy, il y avait 6 caractéristiques. C'est un système qui est dérivé de l'édition 3.5 de D&D à la base. Et là, on passe à 7 caractéristiques. La 7e, c'est la volonté. Elle dit un peu on comprend un peu ce dont on parle en parlant de volonté. Généralement, c'est plutôt la détermination du personnage, sa capacité à supporter des chocs traumatiques, voilà, tout ce qui a un rapport avec sa force de personnalité et autres. Et puis, en dehors de ça, il y a une nouveauté qui est très particulière, qui est l'abolition du système de niveau, qui était une particularité évidemment de D&D à la base, qui avait été reprise pour Chronique oubliée, Fantasy comme contemporain et même Galactique. Et pour le contemporain, on s'est dit que autant c'était approprié pour faire de l'heroic fantasy d'avoir ce système de niveau où les personnages gagnent en puissance progressivement, avec toujours cette espèce de sweet spot entre le niveau 5 et 10 où ils sont à peu près
niveau équilibré par rapport au monde qui les entoure. Avant le 5e niveau, on est toujours un petit peu frustré. Et puis après le 10e, on commence à pouvoir mettre la pâtée à qui on veut. Donc, il faut que le meneur de jeu soit un peu plus retors dans sa manière de gérer son groupe de joueurs, parce que la force brute ne suffit plus à challenger les joueurs. Là, le système de niveau disparaît. Il est remplacé par deux mécaniques. Un système de progression par point d'expérience, qui est très simple. La recommandation, en gros, c'est pour chaque séance de jeu de 3-4 heures de donner un point d'expérience à chaque joueur. Et avec un point d'expérience, tu vas pouvoir acquérir un rang de voix. Si tu veux acquérir le rang 3 d'une voix, il faudra payer 3 points d'expérience. Et si c'est le rang 5, 5 points d'expérience. Si tu fais la somme du tout, il te faut 15 points d'expérience pour passer de rien au rang 5 d'une voix. Donc, à raison d'un point d'expérience par séance de jeu, tu fais vite le calcul. Et ça a l'avantage d'être très Ouais. simple et très simple et très clair, quoi. Très C'est ça. élégant aussi, je trouve. Par contre, Hop, tu as coupé ton je suis micro. remué. Ouais, c'est Oui. ça, non mais. Je disais du coup, si ma mémoire est bonne, dans Chronique oubliée V1, les voix, tu pouvais pas les prendre dans l'ordre que tu voulais, tu étais obligé de les prendre dans l'ordre en fait. Oui, et là aussi. Là aussi, d'accord. Oui, ça ne change pas. Les rangs au sein des voix, c'est ça? Ouais. Oui, les rangs au sein des voix. Ça ne change pas. Tu vas devoir acquérir d'abord le rang 1 pour pouvoir acquérir le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Mais à chaque fois, tu dois payer le nombre de points d'expérience qui D'accord. correspondent au niveau du voix. Donc, tu payes 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Il faut 15 points d'expérience pour passer du rang 0 au rang 5. Faut jouer un peu, quoi. Le meneur de jeu. Voilà, oui, le meneur de jeu est quand même libre de moduler parce que selon qu'on joue dans un univers au ton plutôt dramatique ou au ton plutôt héroïque, on voudra donner soit 1 point, soit plutôt 2 points par séance. Oui. C'est au meneur de jeu de voir ça avec ses joueurs au début pour ne pas créer de frustration et que ce soit adapté à l'univers dans lequel ils évoluent, évidemment. Ouais. Mais c'est très facile à adapter aux besoins, parce que c'est un système de progression par point d'expérience très simple. Et puis, il y a un système, à côté du système de progression, il y a un système d'évolution. Et le système d'évolution, il est géré via des échelles. La première échelle qui a été créée, c'est pour Cthulhu Origins. On y reviendra, mais Cthulhu Origins, c'est la version, la première version, la première V2 de Chroniques oubliées contemporains, publiée en réalité. C'est à ce moment-là que on a tout adapté, on a modifié le système, la V1 de contemporain pour l'adapter à la V2. Cthulhu Origins a la 7e caractéristique, volonté. Il a pas de système de niveau. Il a un système d'échelle. On progresse par point d'expérience. Le système d'échelle, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour donner un exemple, dans Cthulhu Origins, c'est une échelle de confiance. Et cette échelle de confiance, en fait, c'est une échelle qui permet de mesurer la prise de confiance du personnage, de l'existence de cette menace cosmique que représente Cthulhu. Donc, en fait, ce n'est pas directement lié à sa santé mentale. Contrairement au système des sangs et d'autres systèmes, où au centre de la feuille de personnage, on a 100 numéros, 100 chiffres, et on descend petit à petit dans la folie. Là, c'est une conscientisation en fait de l'existence de cette menace. Il y a un système de gestion, bien sûr, des chocs et des séquelles psychiques, et donc de la santé mentale, notamment des méthodes de guérison. Mais on peut parfaitement gagner en conscience, en prise de conscience de cette menace cosmique sans devenir fou. Parce que de ce point de vue-là, c'est décorrélé. Il y a un lien évidemment, mais l'un n'oblige pas l'autre. Et pour donner un petit exemple, un personnage qui sera au 2e échelon sur son échelle, ses priorités dans sa vie, ça restera quand même sa famille, sa carrière, etc. Les préoccupations que monsieur tout le monde a. Et puis le même personnage, 3 ans plus tard, un Necronomicon et puis des Vermis, le Mystéris plus tard, sa famille, ça fait à peu près 8 mois qu'il ne voit plus ses enfants et son épouse parce qu'elle ne veut plus le voir, elle est devenu effrayant. Son job, il l'a quitté parce que quand même étudier ses livres, c'est beaucoup plus important. Et puis ce qui se passe avec ce mystère et ces menaces, c'est infiniment plus important que le reste de toute sa vie, et voire de sa vie tout court. Et puis, le week-end prochain, au lieu d'aller s'amuser, de faire un barbecue avec ses amis, il va assister à un sacrifice humain dans des caves. Normalement, ce serait mieux d'appeler la police, en fait, sauver ce pauvre innocent, mais il se joue quelque chose qui est quand même beaucoup plus important. Donc, bon, une vie humaine à côté de ça,
faut y réfléchir. C'est pas sûr qu'il On appellera n'a un rien coach. sans Voilà rien, la hein. différence. Bah, exactement. Dans la vie, il Oui. faut faire des choix. Et donc, T'avais une bonne... Tu vas invoquer Mireille Dumas. On va s'arrêter parce que c'est. Mais t'avais une bonne voilà. comparaison, c'était un peu les mécaniques qui est de plonger dans le conspirationnisme, tu vois, c'est Oui, à une autre échelle, quoi. c'est un glissement progressif et c'est vrai que ça peut se rapprocher si ça peut aider le meneur de jeu à faire le parallèle, à mieux le présenter à ses joueurs ou aux joueurs à mieux comprendre comment leur personnage évolue. C'est un peu la Hmm. manière dont Monsieur Tout-le-Monde, qui peut être un pote, un proche, un membre de la famille, tombe progressivement dans un complot et se met à expliquer tranquillement un jour autour de la table que la Terre est plate. Et Hmm. toi, tu le regardes les yeux, et là, tu découvres qu'en fait, il passe 60 heures par semaine sur son écran, sur des forums, à échanger avec d'autres gens qui pensent que la Terre est plate et ils ont des conventions, ils se retrouvent entre eux. Et c'est la raison pour laquelle tu le vois pas souvent. Et forcément, quand tu essaies de le contredire, il le prend mal et puis vous vous revoyez plus pendant quelques mois. Voilà, c'est Eh oui. exactement ce type de mécanisme. Donc, c'est super intéressant dans un environnement, enfin, dans un jeu de type horreur pulp à la Lovecraft à animer, mais c'était un peu l'axe que je voulais. C'était un petit peu sur ce point-là que je voulais mettre l'accent pour l'origine. Ok. Et après, les échelles, en fait, tu vas en avoir une par univers. Donc, Cédric Lemaire, dans le scénario d'introduction du livre de règles, lui, il nous propose un univers à la Expendables, Fast and Ah oui. Furious, très différent. Oui. Et pour le coup, il utilise une échelle qui est proposée dans le livre de règles, qui est l'échelle du héros. Et en gros, cette échelle-là, on gagne, on monte sur les échelons. Celle-ci, elle n'est pas irréversible, contrairement à l'échelle de confiance de tout l'origine. Donc, ça va dans les deux sens. On monte en échelle quand on fait une réussite critique ou un échec critique, quand on sort une bonne tirade, évidemment, ou quand on met un bon but à un adversaire, quand on assomme un adversaire, quand on contrecarre un plan, quand on joue les défauts de son personnage au point de se mettre en difficulté, un peu comme le côté un peu action-comédie. Et puis, on redescend sur l'échelle quand on dépense ses points pour obtenir des bonus pour ses tests, tout simplement. Ok. Euh, donc, il y a plusieurs manières d'utiliser l'échelle. Ça peut aller de 0 à 20, de 20 à 0, partir de 10 et aller dans un sens ou dans l'autre quand on est dans un univers où on gère un équilibre. Je donne plein d'indications sur la manière de créer ses propres échelles. Mais évidemment, à chaque fois qu'on proposera un univers, on proposera une échelle avec et elle collera au genre. Ok. Euh, donc Donc, voilà le principe pour cette nouveauté-là. Puisque je ok. parle d'échelle, il y a une autre échelle qui est l'échelle Ouais. de santé. Celle-ci remplace les points de vie. Donc désormais, on a une échelle. Alors les échelles sont toutes mesurées sur 20, forcément référence au D20 et aux 20 niveaux. Et l'échelle de santé, elle aussi, il y a 20 points, il y a 20 échelons dessus. Ok. Si on subit par exemple 7 points de dommage, on gagne 7 échelons, on monte de 7 échelons. Et tous les 5 échelons, on atteint un état de santé. Évidemment, cet état de santé s'accompagne de malus et l'état de santé se dégrade au fur et à mesure. Voilà, c'est tout Ouais, bête. genre Ça joue sur les. fatigué, blessé, à l'agonie et Voilà, mort, quoi. exactement. Ouais. Voilà, mourant. Ok. Et puis il y a il y a deux autres nouveautés. La première, c'est ce qu'on appelle un mode rapide et furieux. Le mode rapide et furieux, il permet de simplifier ou de dynamiser certains événements, par exemple la résolution de tests, ou alors quand il y a beaucoup d'adversaires dans le cadre d'un combat. La résolution de test, c'est par exemple si ton personnage, son niveau de compétence ou les bonus dont il bénéficie sont tels qu'il atteint le niveau de difficulté, même dans une situation de tension, par exemple pendant un combat, le joueur peut dire, moi je jette pas le D20 et je réussis automatiquement. Ok. Il renonce à la probabilité de faire une réussite critique, il renonce aussi à la probabilité de faire un échec critique, donc il se protège, mais parce qu'il a un niveau suffisant, il peut faire ça. Au sein de, quand il y a plusieurs adversaires lors d'une course-poursuite ou d'un combat, on peut regrouper des adversaires identiques, par exemple des PNJ supposons que Monsieur John Wick soit poursuivi à bord de sa voiture par 5 motards désagréables. Euh, on peut regrouper les motards en Ça un va mal seul groupe ou finir. en deux groupes. Voilà. Et Monsieur John Wick, chaque fois qu'il frappera un des motards, chaque fois qu'il réussira une attaque contre le groupe, il éliminera un motard. Au lieu de simplement infliger des points de dégâts à un des motards, il éliminera automatiquement un motard. Et comme ça, on Ok. peut accélérer le rythme et faciliter les combats et Ça les fluidifie dynamiser les en tout cas. rencontres, ouais. Hmm. Ça fluidifie les rencontres et on n'a pas toujours envie de s'éterniser sur les courses-poursuites, surtout si on commence à avoir beaucoup
d'intervenants. Donc là, ça permet de gérer un grand nombre Oui, puis d'adversaires. ça casse Et le rythme du à toi, à moi, à toi, et puis en fait, si c'est tout le temps le même test qu'on refait tout le temps, ça perd un peu de son intérêt, quoi. voilà. Les combats, c'est toujours très bien quand ça dure entre 3 et 5 rounds. Après, il faut en venir à bout. Hmm. Et puis enfin, il y a une nouvelle mécanique de création et de gestion simplifiée des PNJ. Ok. Alors, on peut toujours virer les choses et créer son PNJ de la même manière qu'on crée un personnage joueur. Mais s'agissant des PNJ, on peut aussi les créer en déterminant l'importance de leur rôle. Et là, on a 3 catégories qu'on propose: figurant, second rôle, premier rôle. Et ça indique immédiatement au meneur de jeu combien de points de caractéristiques il a, Ok. combien de capacités il a. Dans un univers un peu plus pulp action où on élimine facilement les adversaires, enfin en tout cas les seconds couteaux, ils vont avoir une échelle de santé qui va être réduite à 12 points, voire 8, voire 4 points seulement, de façon à ce Ok. qu'on les élimine facilement. Et Oui. puis, surtout, une des nouveautés, c'est que pour éviter au meneur de jeu de devoir à chaque fois retourner dans la liste des voix dans le livre pour Mhm. dire, ah, attends, ce PNJ-là, il a le rang 2 de telle voix, c'est quoi déjà? Tel autre PNJ, il a le rang 3 de telle voix, c'est quoi déjà, etc. Mhm. Mais en fait, les 18 voix qui sont proposées dans le livre de règles, et on fera la même chose à chaque fois qu'on proposera des ouvrages pour les autres univers, Ok. sont résumées en une capacité, une seule, pour chacune des voix pour les PNJ. Donc en gros, tu as un tableau, 18 lignes, 18 capacités qui correspondent aux 18 voix, et tu as cette voix apporte un bonus plus tel avantage, Mhm. etc. Et Oui. donc ça résume en Ça version très squeeze tout le simplifiée le contenu des descriptif, voix. d'accord. Ok. Et du coup, tu sais que ton personnage, il a telle capacité, telle capacité, capacité. Tu l'auras du côté écran de jeu. Et comme ça, tu jettes un coup d'œil, tu vois tout de suite la capacité, tu jettes et tu n'as pas à te balader dans les rangs des voix pour tes PNJ. Ok. Donc voilà, voilà les nouveautés. En gros, évidemment, il y a C'est c'est d'autres pas choses, mal. mais ça, Oui, on c'est le va pas non plus principal. rentrer dans le détail. Faut laisser un peu de suspense pour lorsqu'il y aura la page de financement, etc. Mais non, c'est pas mal. Et du coup, on est bien d'accord que à part cette nouvelle septième caractéristique, tout sera, je sais pas si on peut dire ça, rétro-compatible, quoi. On pourra se servir. Par exemple, quelqu'un qui a créé un personnage sur Chronique oubliée contemporain, il peut très facilement le faire passer sur la V2, par exemple. Alors, on a proposé sur la page de présentation du jeu, sur le vous le trouverez facilement. Vous allez sur le site de BBE, vous allez dans les gammes BBE, vous trouverez Chroniques oubliées contemporain deuxième édition. On Ok, a, on a expliqué comment tu peux facilement adapter un personnage V1 pour le passer en V2. Et c'est ok, effectivement très simple. Globalement, tu as 3 petites étapes. Ça prend, allez, à tout casser 5 minutes. La première, c'est que tu dois lui rajouter cette septième caractéristique qui est la volonté. Soit tu pars du charisme de son profil original en première édition et tu lui mets la même valeur en volonté, ok, simplement. Ça, c'est si tu joues un peu cool et action et pas trop gritty. Et si tu veux être dans quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus punitif, à ce mhm, moment-là, tu prends la valeur de charisme de la première édition et tu la splits ok, entre charisme et volonté. Donc c'est plus contraignant et donc pour progresser, ça va être un peu plus compliqué. ok, Ça, c'est la première chose. Tu as, euh, tu as le principe de, donc comme les points de vie disparaissent et sont remplacés par une échelle de santé, et ben, tes points de vie, ils passent à la trappe et tu te retrouves avec une échelle de santé. Donc si tu avais ok, oui, 50 points de vie, tant pis pour toi. On est dans ce POCV2 et ça va être moins. Les personnages seront moins des sacs à PV, c'est certain. ok, Et puis tout simplement, tu prends tes voix de personnages et tu les remplaces par leur équivalent en deuxième édition. ok, Donc les voix ont été réécrites, mais globalement, donc tu n'as pas de correspondance exacte une pour une, oui, mais tu tu t'y vas retrouves, quoi. retrouver des équivalents, quoi. Ok, donc oui, c'est juste une petite adaptation, ça prend quelques minutes, mais rien d'insurmontable, quoi. Mais comme Mehdi l'a dit, en fait, c'est au-delà de changement de règles, on est sur un changement de philosophie. Il n'y a plus cette notion de progression par niveau véritablement. Alors, l'expérience de jeu, le temps de jeu, puisque chaque
séance de jeu va te donner un point d'expérience. Un point d'expérience va te permettre d'acquérir le rang 1 d'une nouvelle voie, par exemple. Et puis 3 séances de jeu vont te permettre de passer du rang 2 au rang 3 d'une voie, par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Bon, super. Ça reste comme ça. En fait, les règles sont simplifiées par certains aspects et elles sont complétées par des petits modules supplémentaires. Très bien. Écoute, merci beaucoup. On va s'intéresser, donc voilà, au niveau du système, on va pas rentrer plus dans le détail parce que voilà, vous le découvrirez directement sur la page de financement, il y aura des exemples, etc. Et vous aurez probablement l'occasion d'en reparler dans d'autres interviews. On va s'intéresser du coup au contenu en fait de ce financement. Donc il va y avoir fatalement le livre de règles. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont l'accompagner lors de ce financement? Le livre de règles, donc le livre de règles qui sera, comme on le disait, accessible en termes de prix et en termes de contenu. Ok. Le livre de règles, il va comporter un univers générique, en fait, qui Ok. va te permettre de jouer à peu près n'importe quel scénario d'enquête policière, mais sans forcément d'aspect fantastique, Ouais. et n'importe quel scénario d'action. Un peu, Mehdi parlait de Expendables, ça peut être aussi du Fast and Furious, justement. Mission Impossible, voilà, tous ces trucs-là. Voilà. Tout Ok. ce qui est, En gros, ouais. En gros, il y a tout. Pardon, Tony. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer en mode réaliste, entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans, et je veux dire par là, sans magie, sans super pouvoir, sans Mhm. cybernétique, du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Le chapitre sur les équipements inclut les estimations de prix entre 2025, en gros, et 1865. Ok. À raison d'un jump tous les 40 ans. Donc, c'est 2025, 1985, 1945, 1905, 1865. Pour 1925, il faut acheter que tout l'origine. Et puis, euh, voilà, donc il y a de quoi faire. La Ok. différence principale entre le livre de règles de la seconde édition et de la première, c'est que, comme le dit Tony, c'est ramassé sur une centaine de pages, les règles, et on n'a pas ces modules boîte à outils qu'il y avait pour chacun des genres et qu'on retrouvait dans le livre de la première édition. Donc, il n'y a pas le chapitre cyberpunk, le chapitre horreur, le chapitre post-apo, le chapitre, etc. Ça n'est pas dans le livre de règles de la seconde édition. Mais l'ambition, c'est justement de présenter ça. Si tu veux reprendre la main, Tony. Ouais, donc c'est effectivement cette partie module sur les différents types d'univers qu'on va pouvoir jouer en contemporain. Ça va plus être inclus dans le bouquin de base. C'était le cas en première édition. Ça permettait d'avoir une dizaine de types d'univers, du zombie, du fantastique, du cyberpunk, des choses comme ça. Là, le parti pris, c'est on va pas mettre tout ça dans ce livre de règles. Il y aura moins de choses, mais par contre, ça Ok. sera plus facile d'accès et ça permettra d'explorer de manière un peu plus approfondie ces univers-là à travers des suppléments qui seront eux aussi euh, petits globalement. Et donc, le premier qu'on va faire, c'est Vigilante City. On parle d'un ouvrage qui fera entre 80 et 100 pages à peu près. Donc, Ok. on reste sur des petits ouvrages qui sont accessibles de ce côté-là. Et dans chacun de ces livres thématiques, il y aura un univers, des scénarios et des règles spécifiques qui vont permettre de jouer dans cet univers avec des voix qui leur sont dédiées, avec éventuellement un ou deux modules de règles qui vont permettre de représenter une règle Hmm. particulière qui permet de jouer dans cet univers-là. Et avec voilà, ce qu'il faut pour représenter cet univers et avec cette échelle Hmm. d'évolution du personnage qui va être propre à l'univers. Ouais, Donc du dans coup, ça Vigilante permet de City, vraiment de compartimenter ton truc, parce que de mémoire comme ça, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas rouvert, mais dans la V1, c'est vrai qu'on avait toutes les voix au même endroit, et après ça nous disait, oui, si vous jouez dans tel setting, prenez plutôt celle-ci, Ça, celle-ça, mais il y avait quand même tout dans le même endroit, en fait. Donc là, c'est vrai qu'avec ce système de petits suppléments, on risque pas de se perdre, ni de créer des trucs peut-être soit à côté de la plaque, soit complètement déséquilibrés. Donc c'est plutôt bien vu. ouais, en tout cas, c'est dans la philosophie, c'est de dire tu vas pouvoir choisir les univers qui t'intéressent et aller les creuser un peu plus. Et ça va permettre que là où dans Chroniques oubliées V1, tu avais une partie sur les super-héros qui faisait, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas le chiffre exact en tête, mais tu avais peut-être 25 pages là-dessus, 20 ou 25 pages.
Là, Mmh. tu vas avoir un setting de 80 enfin un bouquin de 80 Ouais. pages consacré à ce sujet-là et avec un setting, fouillé, avec, des idées de scénarios, des scénarios complets et cetera. OK. Voilà et donc comme ça reste des bouquins qui vont être accessibles, bah, tu pourras choisir ce qui t'intéresse et tu D'accord. prendras peut-être pas tout, mais Oui. On voilà. sera moins dans le grosse boîte à outils et plus dans le truc un peu plus spécialisé, vous prenez ce qui vous intéresse, quoi. C'est ça. OK, Donc très bien. Vigilante City, comme je disais, il y aura également évidemment un écran, hein, avec le livre de règles de base et Vigilante City comme premier supplément et le deuxième supplément, c'est, comme je disais, MK Pharmacos, qui est globalement une campagne, qu'a écrite Mehdi, mais qui va aussi te servir finalement de base si tu veux jouer dans un setting, bah, de comment tu le définirais, Mehdi? L'horreur, psychologique de la guerre, le stress post-traumatique? Ah, Oui, alors effectivement, il y a sa petite, il y a sa petite boîte à outils, sa mini boîte à outils pour jouer un soldat dans les années 1960. Mais il y a plus génériquement une échelle du stress post-traumatique, donc qui permet de gérer cet aspect-là. Et donc, finalement, bon, la guerre, malheureusement, a une particularité, c'est qu'elle est universelle. On la retrouve dans tous les univers, dans toutes les époques, partout. Et donc, là, le sujet principal étant celui de la guerre, de la déshumanisation de l'autre pour pouvoir se justifier le meurtre. Et puis, celui, bien sûr, du traumatisme, parce que la violence est traumatisante. En fait, c'est pas quelque chose de naturel, hein, c'est nous. Sinon, ça ne traumatiserait pas. Donc, ce sont ces thèmes-là qui sont exploités à travers une époque charnière qui est la seconde moitié des années 60, précisément 1967 à 1969 aux États-Unis et au Vietnam pendant la guerre. Donc interprètent des, les joueurs interprètent des jeunes conscrits, hein, ils ont 18 à 20 ans, mais ils vont pas se contenter d'être de simples soldats qui font leur rotation, retournent à la base, etc. Ils vont interpréter un type, une catégorie particulière de soldats très particuliers, qu'on appelait les rats des tunnels, OK. et dont le rôle était de rentrer dans les tunnels Viet Cong souterrains et pour des missions de search and destroy. Et ça consistait en fait à descendre dans des conduits qui faisaient à peu près à 60 centimètres de large par Oh, le 60 centimètres de flip, quoi. hauteur total. C'est terrible, hein. Si tu veux traiter du sujet du Ah traumatisme non, de mais guerre, ouais, c'est là, tu vas au fond du sujet, en fait, hein. Et donc, tu explores leur mission, c'est d'explorer ces tunnels, d'aller y retrouver éventuellement de la documentation, d'affronter au corps à corps dans ces petites galeries des Viet Cong, de faire attention parce que c'était bourré de pièges, évidemment. Il est fait noir, qui n'allume pas ta lampe torche parce que sinon tu deviens une cible ambulante. Et puis il fait 50 degrés. C'est bourré de vermine, ça sent très mauvais, c'est irrespirable, mais c'est ton job. Ouais. Et donc ouais. voilà ce que tu joues dans MK Pharmacos. Alors, tu passes pas à 100% du scénario dedans, évidemment. Non. L'idée, c'est de démarrer en douceur, je veux dire, euh, avec des scénarios plutôt qu'avec des scénarios courts. La structure de la campagne, c'est un prologue où on peut s'amuser à jouer le bootcamp à la Full Metal Jacket de Kubrick avant de partir pour le Vietnam. Et toute la partie Vietnam se décompose et est construite un peu comme une série télé. Il y a OK. une quinzaine d'épisodes au total. Le premier épisode, c'est assez linéaire parce qu'on y va, on commence doucement. Il y a à peu près, ce sont des scénarios de 5 pages au début, donc c'est très court et assez linéaire. On est un simple soldat. Et puis petit à petit, ça gagne en longueur et en complexité, évidemment. À un moment donné, il y a un grand tournant, on va dire, traumatisant. Il se passe quelque chose et de terrifiant. Et puis, à partir de là, la vie des personnages bascule et on rentre dans la partie horreur fantastique et dans la partie enquête. OK. Et le dernier quart, une fois que ils ont survécu, en tout cas, je leur souhaite à leur année de service au Vietnam, le dernier quart de la campagne, bah, c'est 1 an et quelques plus tard, aux États-Unis, pendant l'été 69. Tous les pilotes se déroulent là et
Et là, c'est en forme d'enquête également. Et donc, tu as cette structure-là. Mais le premier scénario est linéaire et fait 5 pages. L'épilogue, lui, il est beaucoup plus en boîte à outils et il fait 50 pages. Donc voilà comment la progression se fait en termes de difficulté. Et évidemment, tout ça s'accompagne d'aides de jeu diverses et variées, comment jouer et comment former, comment se former les radicales, quel était leur équipement, comment exploraient-ils les choses. Évidemment, il y a une description du contexte aux États-Unis, du contexte au Vietnam, de cette guerre. Ce que j'ai pas voulu faire, c'était de faire de l'encyclopédique, parce que pour ça, il faut aller sur Internet, tu as Wikipédia, puis à partir de là, tu vas commencer à trouver des ouvrages. Je me suis concentré surtout sur expliquer pourquoi et comment cette guerre, et puis la vie de tous les jours. Quand on est en permission à Saigon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on mange à ce moment-là? Où est-ce qu'on va? Quand on vit à la base, comment était structurée cette base? Quel est ton équipement? Comment fonctionne un bootcamp, l'entraînement, etc. Bref, tout est axé de manière pratique en forme de boîte à outils pour le mélange de jeu, pour qu'ils puissent mettre en scène à la fois le contexte et puis les événements. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est une période des années 60 on a tendance un petit peu à la fantasmer, mais qui était une période, en particulier aux États-Unis, mais pas que, hein, on se souvient de mai 68, totalement liée à cette période, qui est une période extrêmement polarisante. On est vraiment dans une société qui rappelle par beaucoup d'aspects au niveau des débats et des sujets ce qui se passe en ce moment. Donc c'est un sujet qui est très d'actualité, voilà, et dont le traitement est assez dramatique évidemment. Ouais. Voilà en gros ce qu'est MK Pharmacos. Ok. Donc, Et on est dans l'univers de l'héritage Greenberg. Ouais. Et on est dans l'univers de l'héritage Greenberg, oui, parce que Greenberg qui est très très il y a, bien il y a- d'ailleurs. merci. Il y a un lien direct entre les deux univers. C'est une sorte de prequel, mais c'est plus un prequel de la suite de Greenberg sur lequel je travaille, mais c'est lié, c'est dans le même univers. D'accord. Donc en récapitulant, donc on a le livre de base donc avec le setting, oui, le setting enquête classique genre NCIS et un petit peu à la Fast and Furious Mission Impossible. Voilà. On a donc cette fameuse campagne, on a Vigilante qui est un truc de super-héros, c'est ça je crois. C'est C'est du super-héros. justicier. Justicier. C'est justicier street level. Donc, Un peu plus bas. alors pour l'ambiance de Vigilante City, donc là, ce sera, on interprète des justiciers. Alors les références que je peux donner qui sont les plus éloquentes, c'est la nouvelle saison de Daredevil pour ceux qui suivent Ok. sur Disney+, qui est, j'ai pas commencé, hein, je me réserve, mais je vais la Ne regarder. spoilons pas. Il paraît voilà, elle est très bien a priori. Et puis il y a évidemment Sin City qui est une grosse référence pour cet univers-là de Frank Miller. Et puis, si on revient vers les sources du justicier Pulp, de Shadow dans les années 30, est une excellente référence. On est sur du justicier vraiment. Alors, il y a pas de tenue en collant spandex parce que ces justiciers-là, ils savent pas coudre. Il y a pas de cape parce que c'est pas très pratique non plus. Par contre, des imperméables, ils veulent bien, leur pogne, des gros flingues, et puis une envie d'en découdre avec 4 voix des justiciers, une échelle du justicier, et les 4 voix des justiciers couvrent les différents types, en fait, les 4 différents archétypes de justiciers qu'on retrouve. Donc, il y a celui qui veut se venger, celui qui veut faire éclater la vérité, celui qui se comporte en protecteur, etc. Je vais appeler le quatrième. Mais en gros, ça couvre les 4 catégories. Ok. Et le tout est dans une ambiance assez dure, très proche du genre du comic book de Sin City. Donc on est entre le film noir et le justicier street level. L'auteur de cet univers, c'est Romain D'Huissier, qui avait déjà publié des choses sur Vigilante City dans un ancien numéro de Casus Belli, numéro 16. Ça remonte. Ouais. Et donc, c'est une version étendue, développée, repensée de ce setting-là, et qui va être servie par une direction artistique très sympa. Je pourrais peut-être
te faire passer des visuels, mais là, ça va être peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, vous pourrez les voir d'ici là. On va être sur des visuels, en bichromie, c'est-à-dire, du noir et blanc, mais relevé de rouge. Donc tu vas avoir une couleur rouge qui va être soit minoritaire dans les illustrations, soit au contraire beaucoup de rouge avec un peu de noir et blanc. Et c'est Je vous mets un lien là dans le chat. C'est le lien pour justement le forum enfin le site Black Book Edition sur lequel donc vous avez fait un peu la com sur Chronique oubliée V2 et vous verrez qu'en scrollant un petit peu, vous allez avoir un des visuels d'un type qui fait plus mafieux que super-héros quand même, avec deux gros flingues et silencieux. Voilà, il a pas l'air là pour être sympa quoi. Donc, très non, sympa. mais c'est pas un sympa d'ailleurs. D'accord. Ah mince, voilà, moi j'adore jouer ce genre de perso, tu vois, c'est... Non, mais ça t'empêche pas, je veux dire. Ah, c'est bien. Le Punisher, c'est pas un gars que t'as envie de croiser dans une ruelle sombre, hein, pourtant. Ouais, et pourtant, il est super ce perso, quoi. Ouais. Ah bah, Punisher, c'est l'archétype du justicier street level vengeur. Donc lui, il a la voix du justicier, et puis il tape les gens, et il leur fait mal. C'est son truc. Ouais, c'est ça. Bon après, Daredevil, je veux dire, il tue pas, mais derrière, les gars, ils sont tétraplégiques quand même, hein, quand ils font une chute de 4 étages et qu'ils atterrissent dans une poubelle, il reste pas grand-chose en vrai. Daredevil, c'est noir. Oui, Daredevil, c'est assez dark, et on a tendance à l'oublier. Mais dans les années 30, les justiciers street level, à la de Shadow, moins dans le cas de Doc Savage, qui est plus été par la suite une inspiration pour Superman, mais de Shadow était l'inspiration pour Batman. Et autant de Shadow que Batman, au tout début, c'était des personnages qui étaient violents et qui tuaient, c'était très noir. Le pire de tous les justiciers, enfin le pire entre guillemets, de tous les justiciers, c'était The Spider dans les années 30. Et lui, même préemptivement, il tuait les méchants. Il n'attendait même pas que les gars commettent des crimes. Et dans ces récits pulp de justiciers des années 30, de Spider, il y avait des milliers de morts à chaque fois. Ça se comptait même pas en unités. C'était des innocents qui mouraient par milliers. Il débarquait, il massacrait absolument tout le monde. Et quand il massacrait, il s'acharnait sur les corps de ses ennemis. Il se contentait pas de tirer une balle proprement dans le front, entre deux yeux. Donc, le pulp justicier des années 30, c'est super trash en fait. Hein, quand on... Bah, on m'avait parlé, je les ai jamais lus, mais genre les Tortues Ninja. Moi je connais les Tortues Ninja du dessin animé quand j'étais gamin, mais il paraît que les comics, les premiers, les Tortues Ninja qu'on prend pour des justiciers, il paraît que c'était quand même assez vénère, hein, avec des morts et des trucs comme ça, quoi. Alors j'ai jamais vérifié, mais on m'en a dit ça, j'ai été assez surpris. Oui, ça peut être très dark. Hein. Ouais, non mais... Ok. Avec tout ça, et je crois que j'ai vu la question passer dans le chat, il va y avoir un nouvel écran, j'imagine, avec justement le nouveau récap. Ouais, bien sûr, un nouvel écran. Super. Qui sera signé Ignacio Corva, qui avait fait également des illustrations sur COF2. Et on peut pas vous le montrer encore, mais on a vu, il est rendu, et ça dépote. Il est beau. Ah, je l'ai pas vu moi encore. Ouais, tu l'as pas vu encore? Non, j'ai pas encore vu. Mais vu le talent, vu le sourire, c'est pas beaucoup de doutes sur le résultat. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Bah, il est dans le ton de la couverture de Chronique oubliée contemporaine seconde édition. On me pose la question, un écran monothématique, je comprends pas. Ah, je vois ce que tu veux dire. Du coup, comment on fait pour justement s'il y a un setting avec d'autres voix Il est très. Alors, on essaie de faire comprendre que ça touche à plein de gens différents, de la manière la plus subtile possible. Il va être très dynamique, très coloré. Il renvoie, pour vous faire une petite idée, il renvoie en partie à la couverture qu'on a publiée, dans la news de la couverture de Chronique oubliée du livre, Chronique oubliée contemporain seconde édition. Donc dans des tons assez colorés, avec des personnages. Ça promet. Ok. Et est-ce qu'il va y avoir, là c'est question, c'est moi, est-ce qu'il va y avoir une espèce de petit recueil de scénarios? Parce que le recueil de scénarios de la V1, alors à part un scénario que j'ai pas aimé, tous les autres j'ai trouvé qu'ils étaient ultra bons. Et j'en ai fait jouer un paquet de fois. Et c'est vrai que du coup, on me l'avait demandé, enfin on en avait parlé avant le live. Je me suis dit, tiens, c'est pas bête à poser comme question. Alors, sur la question des scénarios,
Ce vers quoi on s'oriente, c'est plutôt le modèle de ce qu'on a fait sur Chroniques oubliées Fantasy. C'est-à-dire Ok, qu'on est sur un modèle de petits livrets qui font 16 pages, si je dis pas de bêtises, avec des scénarios qui du coup vont être pas chers ok. et qu'on va pouvoir explorer comme ça un par un. Mais ça dépendra de à quel point on arrive à monter dans la précommande participative. Voilà. En tout cas, D'accord. ce qui est prévu, c'est d'avoir des scénarios dans les bouquins déjà. D'accord. Ok, super. Et est-ce que donc on a parlé tout à l'heure brièvement du fait de pouvoir transférer un personnage de la V1 à la V2. Est-ce que du coup la gamme, les anciens scénarios, etc. de Chroniques oubliées contemporains sont rétro-compatibles? Si on a envie de faire l'héritage Greenberg, par exemple, est-ce que c'est tout à fait faisable avec cette V2? Et bah, il te suffit de convertir les profils et du Ouais, coup, tu peux jouer avec. ok. Globalement, c'est vraiment pas très compliqué si tu veux, Un des, heu, ouais. Un, t'en servir. un- un des gros avantages de Chroniques oubliées contemporains par rapport à Chroniques oubliées fantasy, par exemple, c'est qu'on n'est pas dans la gestion de niveau de créature, ce genre de choses qui peuvent rendre parfois les conversions d'une mécanique ou d'une édition à une autre beaucoup plus complexes. On reste sur du contemporain. On a surtout affaire à des êtres humains. Donc la substitution d'une valeur pour une autre ou d'une voix pour une autre est relativement facile. Ok, On n'a pas de changement d'échelle, de puissance de créature à gérer. On n'a pas ce genre de soucis. ok, C'est vraiment donc ça facilite beaucoup les choses effectivement de ce point de vue-là. ok. Très bien. Et donc, nouvelle question. Après, bon, je me doute un peu de la réponse. Ça va dépendre justement du succès de ce financement. Est-ce qu'il y a d'autres modules, settings de prévus? Est-ce qu'il y a une réécriture peut-être d'anciens modules, style Menace X, West Cowboy, ce genre de truc? Est-ce que c'est prévu ou pas? En tout cas, ce qu'on peut c'est toujours délicat de répondre à cette question-là, penser déjà à la suite. Je vois, En en tout fait, cas, je vois le rire, tu sais, je te vois sourire, je me dis, ouais, lui, il en sait plus que ce qu'il va en dire. que te dire? Oui, on a envie de Hmm, faire ça, il y a beaucoup d'idées là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, on a l'intention, sur cette gamme d'assurer du suivi. Alors évidemment, tout ça va dépendre du succès de la première bien précommande et de sûr. comment on arrive à lancer cette gamme et et de voir comment le public l'accueille. Mais, disons que sans trop en dire, le plan de charge pour la suite est ambitieux et Mehdi s'est chargé de déjà planifier les choses sur du moyen terme. Donc, disons que si ça marche bien ce coup-ci, heu, il y a du Il y a du lourd à venir, il quoi. il y a il y a de la charge pour la suite et vu tes questions, vous ne serez pas déçus. Ok, Ouais, voilà, très bien. achetez-vous un Billy en prévision. Tu sais que ça fait partie des trucs qu'on recommande quand on fait nos listes de cadeaux de Noël. On dit, bah voilà, vous savez pas quoi offrir à un rôliste, allez achetez-lui une Billy. Très bien. Parfait. Non, en tout cas, si tu veux, ça rejoint un peu un des axes stratégiques pour Black Book, qu'on a réaffirmé avec Chroniques oubliées Fantasy 2e édition. COF1, c'est une gamme qu'on avait un peu délaissée parce que, Ok. le pari quand, il y a eu assez peu de sorties, hein, sur Chroniques oubliées Fantasy première édition, une fois la base des ouvrages sortis. Parce que le pari qu'avait fait BBE à ce moment-là, c'était de se dire: «On va se diversifier, on va prendre la base de Chroniques oubliées Fantasy, puis on va la décliner avec, Hmm, les Terres d'Aran, avec, les légendaires, avec, oui. d'autres choses, Commando barbare et cetera». Hem Et comme on peut pas tout faire, on peut pas courir tous les lièvres, donc c'était un peu on avait pris cette direction-là. Et là, ce qu'on veut faire avec cette deuxième édition de Chroniques oubliées Fantasy, c'est, mettre le paquet sur cette gamme-là. En tout cas, ce qui ne nous empêche pas d'aller explorer d'autres choses, mais en tout cas, de pas oublier le fondamental, d'assurer un suivi dense sur la gamme, clé, la gamme, de base, et ce sera la même chose sur, la version, contemporaine. Ok. Je me souviens plus, Monstre, c'était avec Chronique oubliée ou pas, les règles? Je me souviens plus. Oui? C'était du Chroniques oubliées contemporain, première édition, adapté. Oui. C'est Forcément, oui. chaque nouvelle itération de Chroniques oubliées a une filiation, mais a des adaptations propres à l'univers.
Et donc Mhm. oui, Monstre, c'était du Chroniques oubliées contemporain, première édition. D'accord. Une question là dans le chat. Si l'univers est réaliste et moderne sur les communautés des soldats, est-ce qu'on peut craindre que tous les personnages joués seront des hommes? C'est plus pour Mehdi Alors, du coup. ça, c'est une question pour MK Pharmakos. Alors, j'en parle évidemment en introduction de la campagne. La guerre, c'est entre guillemets, un monde d'hommes. Dans l'armée américaine, dans les années 60, les femmes ne vont pas sur les lignes de front. Je propose deux solutions. La première, c'est ne pas oublier que c'est un jeu de rôle, hein, pas une reconstitution historique. Donc, si vous voulez jouer une soldate, faites-le. Aucun problème. Je veux dire, Hmm. et quelque part, c'est pas plus mal parce qu'il faut savoir pour rentrer dans les tunnels Viet Cong, ben en fait, si tu fais plus d'1,70 m et si t'es un peu carré comme un Américain du Midwest, ben tu rentres pas en fait. Hein. Bah ouais. Donc, une des conditions d'ailleurs à la création des personnages, et je le précise, c'est qu'aucun des personnages ne fait plus d'1,70 m. Ils sont tous relativement fins. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup à l'époque, alors c'était que des hommes évidemment, mais pas mal de rats des tunnels étaient des petits gars d'origine irlandaise, d'origine hispanique. Donc dans le gabarit n'était pas celui Ah oui, c'est pas un d'un rugbyman descendant texan quoi. Hein. de vikings, ouais Ouais. voilà, où il descendait pas de Scandinaves ou d'un Hollandais, voilà. Ouais. Donc les gabarits étaient vraiment un critère de sélection forcément. Et puis le second moyen, il est un petit peu plus détourné, mais il est potentiellement plus réaliste. Au sein des unités, au sein des platoons et des escadrons, il y avait parfois ce qu'on appelait des éclaireurs Kit Carson. Et les éclaireurs Kit Carson, en fait, étaient des soldats vietnamiens éclaireurs qui travaillaient au sein de l'armée américaine. Donc, c'était pas des membres de l'armée sud-vietnamienne, ni évidemment des, d'autres personnes, ni des Américains. C'était des Vietnamiens qui intégraient l'armée américaine et parfois ces éclaireurs Kit Carson étaient d'anciens Viet Cong qui avaient été Ok. retournés, qui avaient rejoint la cause américaine via un programme qui s'appelait le programme Cheroy, qui s'appelait en français on appellerait ça le programme Bras ouverts. Et, euh, et en fait, il est parfaitement possible de jouer une éclaireuse plutôt qu'un éclaireur. Et donc, on a le choix. On peut ignorer la réalité historique, la contrainte historique qui était que c'était que des hommes en jouant une soldate américaine, ou alors dire, bah, écoutez, au sein de votre escadron, il y a une éclaireuse, Kit Carson, et c'est plus vraisemblable parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Alors, la grosse différence entre l'armée américaine et l'armée nord-vietnamienne et la guérilla Viet Cong, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes combattaient au sein parmi les Viet Cong et au sein de l'armée nord-vietnamienne, ce qui n'était pas par contre du tout le cas de l'armée américaine. Je crois que l'armée américaine a accepté des femmes sur le front, on était à la fin des années 90 ou même début des années 2000, ça date même Ouais. peut-être de 2007 sous Obama, Ok. ou quelque chose comme ça, enfin, ou un peu après, parce que là, je crois que c'était encore beaucoup. Mais donc c'est D'accord. très récent en fait. Ok. Ouais, on sent que Mehdi s'est documenté, ouais. Je suis d'accord. Hein. Et c'est super intéressant en plus à écouter parce que c'est des trucs, moi, enfin, je savais pas du tout, quoi. Je me suis jamais Bah, moi non plus, trop avant de me intéressé en plonger plus, donc là-dedans. c'est ça. C'est, c'est, c'est énorme. J'ai passé 4 ans à écrire, les 4 dernières années à écrire et à me documenter Ok. sur cette Ah ouais. période-là. Et Super. c'est vraiment fascinant. Ok. Euh, Nouvelle question. Quand on a regardé un petit peu, quand on a fouillé justement la page que je vous ai linkée tout à l'heure là dans le chat, on a été très surpris avec Kiefer de voir que pour Chronique Oubliée Contemporain 2, le premier setting, c'était un setting super héroïque. Enfin, moi, je me suis pas trop intéressé à l'actu récente, mais c'est vrai que j'aurais imaginé un truc genre Cthulhu, un truc entre guillemets plus vendeur que du super-héros. Je suis désolé, mais le super-héros Mais c'est tu as quand du même Cthulhu déjà. oui, mais voilà. Donc pourquoi avoir fait ce choix de commencer par du super-héros en fait? Tu veux répondre, Tony, ou j'y vais? Vas-y, vas-y. Ok. Alors, quand on s'est lancé dans la seconde
déjà l'historique. Pourquoi pas du Cthulhu? Parce que Cthulhu Origin est arrivé juste avant. Et en fait, Ouais. Cthulhu Origin est le premier chapitre de la gamme Chronique oubliée contemporain seconde édition, puisqu'il en utilise les règles avec l'échelle, la septième caractéristique, etc. Donc on peut dire entre guillemets que le blockbuster est déjà passé avant le livre de règles. Et quand s'est posé la question de ce qu'on allait publier euh, avec le nouveau livre de règles, on a regardé dans ce qui avait été fait par le passé. Il y avait différentes options, parce qu'évidemment, il y a deux critères. Il y a ce qu'on aimerait faire, et il y a la disponibilité des auteurs et le temps, le délai qui leur est imparti. Quand on a regardé ce qui avait déjà été fait, qu'on avait envie de ressortir, euh, Vigilante City se démarquait parce que déjà Romain était intéressé et que Vigilante City, mine de rien, n'est pas vraiment du super-héros comme ce qu'on pourrait voir avec, comme on l'a dit, hein, on est entre le film noir à la Sin City et le justicier street level. Et c'est un univers qui a été demandé par la suite dans les forums, qui revenait une fois de temps en temps et pour lequel il y avait une demande. Ok. Donc on a regardé ce côté-là aussi et on s'est dit, OK, Romain est partant, l'univers est intéressant, c'est un bon point de départ. Ça nous permet de discuter avec les autres auteurs sur tous les autres univers, parce que ne vous inquiétez pas, comme on l'a dit, hein, on a bien l'intention de couvrir les différents genres, à chaque fois avec une proposition originale, avec un chouette twist pour la proposition, avec bien sûr sa petite boîte à outils de règles et puis ses scénarios intégrés dans un livre à un prix abordable et quasiment prêt à jouer parce qu'en gros 80 pages, tu le lis et puis au maximum 2 semaines plus tard, tu es prêt à animer ton premier scénario. Hmm. Et ce côté prêt à jouer nous intéresse beaucoup dans cette gamme. Oui. Euh, D'une manière générale, je trouve ça très intéressant. Personnellement, j'ai animé une boîte d'initiation qui s'appelle Terre d'Aran Nain. J'ai animé peut-être une fois et demie. Et alors, je ne suis pas du tout Eric Fantasy. Hein. C'est vraiment pas mon Ok. truc. David de BBE rigole à chaque fois qu'on se met à parler d'Heroic Fantasy devant moi, parce qu'il attend le moment où je vais commencer à dire du mal de l'Heroic Fantasy. Et, mais en réalité, euh, on a plein de trucs prêts. Et, les auteurs sont vraiment dans les starting blocks. Vigilante City s'y prêtait bien pour démarrer. Ma campagne était prête, donc tu vois, il y a aussi des coïncidences. Et on voulait vraiment lancer la gamme en ayant fini l'écriture des ouvrages pour que très vite on soit capable de passer à la phase suivante de la production après la Hmm. précommande et puis livrer dès qu'on peut, hein, le plus tôt possible. Ok. Super. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, on va parler un peu plus justement du financement participatif. Donc, est-ce que donc on a vu les différents éléments. Est-ce qu'il y a des options supplémentaires? Je sais pas moi, des dés, une piste à dés, une tour à dés, des cartes de voix, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que vous avez prévu des petits trucs? Peut-être. Mais ouais, Peut-être? il y a un certain nombre de choses qu'on va révéler au fur et à mesure au fil Ok. du franchissement des paliers. Effectivement, les cartes de voix, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien faire. Ok. On va avoir une version collector du livre de base. Ouais. Euh, on va évidemment avoir les PDF qui sont offerts avec la précommande physique. Ok. Euh, donc ça c'est prévu. Et on est en train de voir les derniers détails justement là, d'ici la fin de la semaine, de rassembler les derniers devis pour voir ce qu'on va pouvoir proposer comme petits goodies, comme des dés, des pistolets, des choses comme ça. D'accord. Euh, Super. voilà, on est en train de regarder. On va réussir à trouver un bon point d'équilibre entre le prix auquel on proposerait ces choses-là et le fait de s'y retrouver Bien sûr. en production. Donc voilà. Mais on aimerait bien. On avait d'autres choses qu'on aurait aimé faire, notamment, tu vois, une tour AD, des choses comme ça. C'était, c'était pas vraiment possible, aussi. Ok. Mais voilà, l'essentiel, ça restera quand même le fait de pouvoir financer des ouvrages. Mais il y aura quelque chose de sympa et puis des petits cadeaux quand même qui vaudront le coup. Ok, super. Euh, Est-ce que il y a une estimation pour la livraison des PDF et puis bah après justement
Dis-moi. Ah, et surtout, j'en rajoute une, Ouais. c'est les prix de lancement. C'est-à-dire que Oui, on l'annoncera au moment du lancement, mais ce qui est intéressant, c'est évidemment les cadeaux et les améliorations que tu peux débloquer, mais c'est aussi les prix oui. dont tu vas pouvoir bénéficier en participant pendant la précommande participative, qui sont particulièrement intéressants. Et maintenant, on a la possibilité de vous dire le montant de ces prix de lancement, ce qu'on ne faisait pas avant, mais qu'on peut faire désormais. Donc, OK. voilà, ça permettra de voir à quel point on s'y retrouve bien. Pour te donner une idée, sur COF2, il y avait, si tu prenais une contrepartie avec cadeau, tu avais l'équivalent, sur le premier financement, tu avais l'équivalent de, je sais plus, c'était 250 ou 300 euros de cadeau. C'est OK. du délire. Donc ça ne sera pas aussi gargantuesque que sur Chroniques oubliées contemporains, faut pas déconner. Ouais. Mais voilà, enfin, entre les cadeaux et les prix de lancement, franchement, OK. c'est adepte fait de faire une collection. Mmh. Ça vaut vraiment le coup. Et tu allais poser une question? Ouais, non, mais du coup, ouais, je rajoute une couche. Donc, effectivement, le fait d'avoir ces tarifs intéressants, c'est bien évidemment parce que c'est un financement participatif. Donc, les personnes qui vont souscrire prennent, entre guillemets, un risque en souscrivant, même si concernant Chronique oubliée contemporain, il n'y en a pas vraiment. On va pas se mentir, hein. Alors, Et du coup, après, fatalement, comment on appelle ça, en late pledge, forcément, comme ça vient après et que tout est déjà un petit peu calibré, forcément le prix sera un peu plus élevé et un petit peu plus encore pour les boutiques, si je dis pas de bêtises. alors ouais, c'est ça. Je préciserai juste une chose, c'est qu'ils prennent pas vraiment de risque en réalité, parce que c'est une précommande participative, hein. C'est pas un Oui. financement Ah, c'est une participatif au précommande, sens d'accord. Ok. où ça peut l'être sur Kickstarter, c'est-à-dire que sur Kickstarter, bah, voilà, tu as jamais tout à fait la garantie que tu seras livré. Là, c'est une précommande participative, donc tu as la garantie soit d'être livré, le premier palier il est franchi généralement, assez vite de toute façon. Le premier palier, Oui. il te garantit que le projet sera mené à bien. Après, il y aura peut-être pas toutes les options possibles et imaginables qui seront débloquées. Oui. Mais si jamais, enfin, le premier palier n'était pas franchi, de toute façon, nous, on est légalement, tenus de rembourser, hein. Donc, en Oui. soi, il y a pas vraiment de prise de risque. Par contre, il y a, effectivement le fait La participation, quoi. de participer en amont à quelque chose que tu auras que dans pas loin d'un an, quoi, Ouais. physiquement, Ok. entre les mains. D'accord, ça marche. Et du coup, oui, la question c'était, est-ce qu'il y a une estimation justement sur la livraison des PDF du jeu et après par la suite justement de la version physique? Alors généralement, on est sur un cycle d'à peu près un an sur nos précommandes participatives. Donc je te dirais que, voilà, logiquement, ça serait on viserait l'hiver prochain. Ok, On va tout faire pour que ce soit plus rapide, mais ok, je préfère être prudent. Enfin, tu vois, je préfère bien annoncer sûr. une bonne nouvelle et dire que, bah, finalement les choses sont arrivées un peu plus vite. Mais en général, de manière réaliste, on est sur à peu près un an de cycle entre le moment où on lance une D'accord. précommande et le moment où on la livre. Donc Voilà, et peut-être les les PDF PDF d'ici arrivent un peu avant. Noël et la production physique un petit peu après, quoi, dans l'idéal. Voir, voilà, et si on arrive à faire mieux, ce sera formidable. Ok, super. Est-ce qu'il y aura une offre 100% PDF ou pas? Alors, De... grande question, grand sujet qui revient régulièrement et sur lequel Ok, on fait, globalement la même réponse, mais je te remercie de la poser parce que ça nous permet, de l'aborder et de l'expliquer aussi. On ne fait ouais, pas d'offre pure PDF pendant les financements participatifs, pendant les précommandes participatives pour 2 raisons. d'accord. La première, c'est que quand on le fait, très peu de gens que ça intéresse en réalité. Les gens, sont intéressés par la version physique des ouvrages. Donc, Ok. heu, c'est arrivé qu'on le fasse pour tester et bah, ça pose, voilà, ça intéresse finalement très peu de monde. La deuxième, c'est que ça impliquerait de dévaloriser nos produits dès le départ, parce que tu vas pas faire payer un PDF, le prix auquel tu vas le vendre dans le commerce pendant une précommande participative. Le principe d'une précommande participative, c'est qu'en général, tu as des tarifs plus intéressants. Donc, heu, voilà, on n'est pas prêt à faire ça. On va pas, dès le départ, vendre un produit en dessous de son prix, futur quand il est dématérialisé et qu'il est offert par ailleurs. Ok. Et puis il y a un autre enjeu, qui est un côté un peu flou légalement, c'est que c'est pas évident qu'un livre, qu'un PDF est un livre, puisse avoir 2 prix en même temps. Donc Ah, tu peux avoir des prix de lancement, ça c'est autorisé. Tu peux avoir des prix, heu,
au moment où tu vas lancer ton projet en précommande qui seront inférieurs au prix auquel ils seront vendus dans le commerce par la suite. Mais par contre, c'est pas clair que tu puisses vendre, je mets des guillemets autour du terme vendre, un Oui, PDF pour 0 € puisque tu l'offres avec la contrepartie physique, et en même temps que tu le vendes à, mettons 20 € ou 25 €, quel que soit le prix auquel tu le d'accord. vendrais. Voilà. Donc Ok, c'est une triple raison pour laquelle on ne le fait pas et on ne le fera pas. Mais par contre, personne n'est lésé puisque si tu veux la version numérique des bouquins, tu pourras, après, quoi qu'il arrive, l'acheter une fois que les produits auront été livrés. C'est aussi le respect qu'on doit aux gens qui prennent l'initiative de financer le projet. ok, C'est qu'ils ont la primauté de l'accès au PDF et aux bouquins. Mais une fois que le projet sera sorti dans le commerce, tu auras la possibilité d'acheter les PDF euh, ok, seuls. Voilà. super. Euh, je vais poser une question, mais je vais peut-être me rater parce que il y a trop de financement et je me mélange un peu. Il y a la possibilité de régler par PayPal ou pas? Parce qu'on m'avait Non, posé la... Voilà, d'accord. non, non, c'est uniquement, nous, on a 3 modes de, enfin en tout cas sur les projets de Black Book, on a 3 modes de règlement possibles. C'est règlement par virement bancaire direct, règlement par chèque, c'est un peu, voilà, c'est un peu 20e siècle, mais ça reste possible si vous le souhaitez, Ok, ou règlement par carte bleue. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas PayPal? Parce que PayPal prend des frais qui sont non négligeables, et puis PayPal a comme principe également de ne transférer les fonds au porteur de projet qu'une fois le projet livré. d'accord, ah Donc oui. Donc pour une c'est précommande, c'est compliqué. extrêmement contraignant. Voilà. Donc certains D'accord. éditeurs le font. Je ne sais pas exactement quel est leur modèle derrière, mais nous, en tout cas, c'est vraiment, voilà, ça vaut vraiment pas le coup. Ok, d'accord, super. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le sujet de chronique oubliée contemporain. Donc on rappelle les dates, ça commence à la fin du mois, le 31, c'est ça? C'est ça, du 31 mars. 31 au 8 avril, si je dis pas de bêtises, si le lundi, c'est bien le lundi C'est 8, ça? c'est le lundi 6 ou Non, lundi 7 8. avril. Ouais, c'est ça, le 7, voilà. Donc c'est du 7 avril. 31 à 19 h au 7 Donc une à, semaine, quoi. ouais, ouais, 8 jours. Ok. Et participer pendant les 36 premières heures, puisque pendant les 36 premières heures, vous avez accès à l'early bird qu'on révélera bientôt. Voilà, donc D'accord, un mince, cadeau. j'allais te le demander et tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ok, ça marche. Euh, Ok. Est-ce que on parlerait pas un petit peu rapidement de Cthulhu Origin, du coup, puisque ça, bah, ça match avec, hein, donc est-ce que... Et puis là, j'ai vu que je crois que les souscripteurs sont en train d'être livrés, vont être livrés. Ça y est, Ça la y est. livraison Déjà a eu livré. lieu. Ouais, la Ok, livraison a eu lieu en février. Elle s'est terminée fin février ou début mars. ok, Et les ouvrages sont partis dans le commerce le vendredi dernier en ce qui concerne les livres de base et l'écran. ok. Et le recueil de scénarios sort ce vendredi dans le commerce. Super. Voilà, donc D'accord. profitez-en si vous ne l'avez pas encore. Vous pouvez l'avoir en précommande sur le site de B2 avec le PDF offert. Un peu de Ok. recueil. Super. Oui, donc j'imagine qu'il y aura pas, ce sera pas en option avec Chronique oubliée V2. Non, on n'a pas prévu de le proposer, puisque ça vient de sortir et puis qu'on Ouais, on les présente en tout cas comme des gammes d'accord. distinctes. Ok. Voilà. Mais bon, Si s'il y vous a le tout ce voulez, qu'il faut pour autant le prendre sur le site, autant le faire, hein. Déjà, vous attendez sur le pas. site, Voilà, ou dans votre boutique préférée, allez-y. Heu, c'est magnifique, c'est ça illustré marche. par Mathieu Laufray et par Xavier Baudelet, Ouais. Et et pour Mehdi a mis sa patte sur le projet. super. Et admettons qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que Cthulhu Origin. Est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement le truc, s'il te plaît? Ah, Mehdi, Nicole? c'est à tout l'honneur. C'est toi le spécialiste, hein. Ouais, il paraît. Mehdi, il a mangé, bu, respiré du Cthulhu Origins ces 2 dernières années, donc Ouais, pendant un an non-stop, c'est vrai que. Euh, alors, déjà un petit rewind vers 2018, parce que lors de la première précommande participative de Chronique oubliée contemporain, il y avait une boîte qui était proposée, une boîte d'initiation qui s'appelait Chronique oubliée Cthulhu. Cette boîte a bien fonctionné. À mes yeux, c'est pas juste une boîte d'initiation, c'est vraiment un. Et ça a été le constat au moment du développement de Cthulhu Origin, c'est que c'était un jeu complet
qui se suffisait à lui-même. Et l'intention initiale de Cthulhu Origins, qui était qui était en fait de proposer une version intégrale avec beaucoup plus de règles pour une espèce de version intégrale de Chronique oubliée Cthulhu. Au bout de 2 ans de développement, on s'est rendu compte qu'en fait, la boîte n'avait pas besoin de ça et qu'à partir du moment où on développe des règles sur la santé mentale, alors que dans Chronique oubliée Cthulhu, c'est géré juste avec une petite jauge de points de choc, ça reste. On s'est rendu compte qu'on avait 2 jeux différents et c'est la raison pour laquelle on a donné un nom un peu différent. On l'a appelé Cthulhu Origins au lieu de l'appeler Chronique oubliée Cthulhu pour éviter qu'il y ait une confusion entre les 2 styles, entre les 2 genres des jeux. Chronique oubliée Cthulhu, c'est vraiment du pulp adventure. Le ton est plus léger et la mécanique est également un peu plus légère. Elle le reflète, hein. Donc, comme je l'ai dit, il y a une petite jauge de points de choc. Il n'y a pas de règles étendues sur les chocs psychiques, les séquelles psychiques, et puis comment se faire soigner via une thérapie ou via une lobotomie, alors que ça, c'est décrit en détail Hmm. dans Cthulhu Origins. Ok. Euh, et, euh, et donc, de ce point de vue-là, Cthulhu Origins, c'est un retour aux bases de ce qu'est l'horror pulp de Lovecraft, hein, donc de ses écrits qui étaient publiés dans les mêmes magazines pulp d'ailleurs, hein. On parlait tout à l'heure de Shadow, Doc Savage, mais également à la même époque, John Carter, of Mars, Zorro, tout ça, ce sont des auteurs contemporains, enfin, ce sont des personnages et des créatures contemporaines de Cthulhu qui paraissaient dans les mêmes magazines, qui obéissaient aux mêmes contraintes éditoriales. Lovecraft, en tant qu'auteur d'horreur pulp, obéissait évidemment à ces contraintes. Donc, tu sais, c'est le principe il faut qu'il y ait des cliffhangers, qu'il y ait un peu d'action, que le rythme soit soutenu, un Mhm. début, une fin, que ce soit un peu spectaculaire. Donc, on est vraiment dans du pulp horreur. Ok. Et là est la différence avec Chronique oubliée Cthulhu, qui est du pulp horreur, mais aventure. Là, on revient vraiment vers les origines de l'horreur pulp à la Lovecraft, donc du pulp horreur pur. Ok. Et ça, c'est vraiment ce qui démarque les deux produits. D'accord. Ça a été l'opportunité justement ça a été pour cette raison-là le chapitre 0 ou chapitre 1 de la gamme contemporain seconde édition, avec l'introduction de la 7e caractéristique, avec l'échelle de confiance qui elle-même est liée aux sources. Une des nouveautés dans Cthulhu Origins qui est susceptible de vous intéresser, c'est la gestion de la temporalité qui, pour moi, en tant que joueur de l'appel de Cthulhu, m'avait toujours posé un problème. Parce que si je baratinais bien mon meneur de jeu, il allait me laisser lire le Vermis Mysteris pendant le week-end. Et puis ensuite, je faisais mon jet de San. Puis c'est bon, tu l'as lu, tiens, voilà les sorts, et c'est parti. On continue le scénario. Ok. Et, euh, et là, c'est pas possible. C'est-à-dire que le meneur de jeu va être obligé de dire aux joueurs, ah non, 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 c'est pas possible, parce qu'en fait, de Vermis Mysteris, c'est comme une voix, c'est une source de connaissances, et c'est géré comme une voix, il y a 5 rangs. Ok. Et si tu veux apprendre, si tu veux lire ce livre, il va falloir commencer par le rang 1. Le rang 1, il ne fait que t'expliquer le contenu de l'ouvrage. Tu n'apprends aucun rituel, aucun sort, aucun maniement D'accord. d'artefact. Ensuite, à partir du rang 2, tu lui en apprends un, mais il est petit, c'est juste un de rang 2, il n'est pas puissant. Et pour avoir le gros et invoquer Azathoth ou je ne sais qui, bah, il va falloir un rituel de rang 5 pour ça. Et donc, même chose, même mode Ok. d'apprentissage par point d'expérience qui prend du temps, Ouais, c'est un sachant investissement, quoi. que exactement, et sachant que c'est lié à l'échelle de conscience, ou pour laquelle il faut que tu atteignes le 5e échelon pour avoir le droit d'apprendre le 3e rang, le sort de rang 3, donc d'atteindre le rang 3 de cette voie de l'ouvrage, puis le 10e échelon D'accord. pour apprendre le rang 4, le 15e échelon, et là tu es déjà pas loin de la fin pour apprendre le rituel qui va te permettre d'invoquer Azathoth, et pour le coup, effectivement, tu cours vers ta fin si tu le fais. Ok. Donc, tout ça, ça permet dans l'univers de Lovecraft de gérer le temps d'apprentissage et ça explique qu'un personnage se dise, bon, il faut que je trouve ce livre, maintenant que je l'ai, il faut que je fasse d'autres découvertes pour gagner en échelon sur Hmm. l'échelle de prise de conscience de l'horreur parce que sinon, je ne vais pas pouvoir acquérir le rang supérieur. Et puis, juste ce livre-là, ça ne va pas suffire
parce que j'ai besoin d'apprendre 2 rituels de rang 4, donc il faut que je trouve une autre voie, parce que je peux en sélectionner qu'un seul au rang Bien 4, donc sûr. il faut que je trouve une autre voie, et donc je vais rejoindre une société secrète, D'accord. ou alors je vais aller chercher un sorcier, devenir son apprenti, et le sorcier ou ou la société secrète sont gérés comme des voies aussi. Donc, rang 1, rang 2 avec de l'apprenti, rang 2, rang 3, D'accord. rang 4 de la société secrète, et à chaque fois, j'apprends des rituels, des sorts, une maniement d'artefacts de cette manière. Donc, Et, au cœur et de du la coup, mécanique de fatalement, Cthulhu ça crée Origins, du jeu, puisque bah, mais ça crée les du jeu. orientations que tu vas vouloir faire ne sont pas, sont complètement différentes que si on te donnait tout cuit, tout rôti, tel bouquin, débrouille-toi. Là, ça peut créer du jeu et donc des Fais ton jet de péripéties salle et c'est derrière. bon, tu as tes. D'accord. Ouais, il Ouais, ouais. t'invoque Non, Cthulhu c'est bien. le week-end prochain. Donc voilà Et, comment j'ai pensé que quelque chose et, qui m'avait frustré en tant que ouais. joueur et MJ de la Pelure. Et j'ajouterais que ça crée un intérêt pour le jeu en campagne, Ok. parce que finalement, là, tu vas progresser et tes points d'expérience, ils vont te servir, enfin tes points d'expérience, en tout cas ta progression de personnage, elle va te servir justement à développer ta connaissance, Ok. et pas tes points de vie et tes caractéristiques, en fait. Et donc, ton personnage va pas progresser avec va pas gagner en Les- puissance numériquement Oui, en montant ses stats ou en montant ses points de vie. Par contre, il va monter ses voix c'est voix. de cette manière. D'accord. Et Ok. c'est révélateur, cette espèce de déviation du personnage dans sa vie, parce que il va couler tous ses points d'expérience pour rejoindre et monter en grade dans une société secrète ou en tant qu'apprenti d'un sorcier, ou pour pouvoir acquérir des rangs dans la lecture de cet ouvrage, au lieu de les mettre dans ses autres voies et être un personnage plus polyvalent, mais d'une société, de la société mondaine que les autres fréquentent. Donc, ça montre que d'un seul coup, un personnage est complètement obsédé par ses lectures, ne fait plus que ça, délaisse tout le Hmm. reste. J'avais fait un Euh, perso comme ça. Hmm. C'était très très bah Il là, avait bien. déjà la fini. mécanique accompagne ce processus. Et Ouais. voilà, c'est ça c'est un des points d'intérêt de la mécanique. Ok. Super. Si vous avez des questions encore dans le chat, n'hésitez pas parce que cette émission touche à sa fin. Est-ce que, avant de clôturer ce live, tu voudrais, Tony, peut-être nous faire un petit point sur l'actu de Black Book, hein, les petits trucs en cours ou à venir? Quelqu'un, visiblement, dans le chat a été fouillé et me dit qu'il y a peut-être un truc à découvrir en mai sur un financement. Euh, Alors, on l'a pas encore annoncé, le financement la précommande de fin avril et fin avril, début mai. ok. Donc, je suppose, Est-ce- on en a parlé tout à l'heure, justement, en interne chez BBE. Est-ce que je peux Ouais. vous le dire? C'est encore un peu, c'est pas Ouh. encore Une complètement sûr. petite Allez, exclue, vas-y. ouais, allez, allez. Il n'y a personne sur le chat ce soir, de toute On va, façon, donc. c'est ça. On va livrer. Alors, je mets un petit. Il y a encore un petit point d'interrogation, mais normalement c'est bon. On devrait recevoir la semaine prochaine. C'est vraiment vous êtes les premiers à le savoir, mais on devrait recevoir la semaine prochaine les ouvrages de l'ombre du Seigneur Démon qui étaient en financement en 2024. Ok, Donc, 3 nouveaux ouvrages de l'ombre du Seigneur Démon qu'on devrait recevoir la semaine prochaine et qu'on devrait pouvoir commencer à expédier au backer la première quinzaine d'avril. ok, Ça devrait aller assez vite. Et donc, on devrait, fin avril, lancer la suite de l'ombre du Seigneur Démon en précommande participative sur ok. Gamery Tabletop. Voilà. C'est Super. plus de détails à venir. On va faire l'annonce officielle soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine. Donc ça, on attend d'être certain d'avoir bien reçu les bouquins. Ok. Mais voilà, ça va fera Ah, on me plaisir dit là à. dans. Ouais, dans le chat, les gens sont hypés, quoi. Ombre du Seigneur Démon, très bon jeu, c'est cool la suite. Bien, je parie sur Ombre du Seigneur Démon, voilà. Je connais pas du tout, je m'y suis pas Eh intéressé ben, à ce tu jeu. vois, C'est. c'est une gamme c'est du dark fantasy. Ouais, La fin du monde va arriver, ok, on le sait, mais on ne sait pas exactement. Après, tu peux régler le curseur de à quel moment elle va arriver. Peut-être que c'est dans 10 ans, peut-être que c'est l'année prochaine, peut-être que c'est dans quelques ok, mois. Et donc, voilà. Et c'est très sombre. Il y a des thématiques qui sont soit très adultes, soit vraiment très trash. ok, Plein de sécrétions et de choses dégoûtantes. Mais ok, le type qui écrit ça, c'est quelqu'un qui a un ADN qui vient à la fois de Donjon 5 et de Warhammer. ok, Et c'est vraiment très réussi, un univers très chouette, des scénarios assez originaux. Et un système de règles qui est une dérivation un peu enfin, je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, mais c'est assez hmm, simple et c'est très standard. ok, C'est une gamme qui avait bien démarré et puis qui s'est effondrée en termes de vente.
Ok. malheureusement, et on a réussi à la relancer un peu en mode animation, réanimation, et elle est comme ça maintenue via les financements participatifs. Elle est plus distribuée en boutique parce que les boutiques nous ont suivis au début du lancement de la gamme, et puis ensuite, voilà, le renouvellement des gammes Bien étant ce sûr. qu'il est, ça a été plus compliqué, mais la communauté est toujours fidèle au poste, et on fait à peu Ah près ouais, un là, financement par an qui permet je de faire vois vivre dans la le gamme. chat, là, un chouette univers dark, comme la série Good Omen. Mmh. Donc ouais, les gens sont visiblement très fans du jeu, ouais. Ouais, Voilà, c'est donc un bon univers. c'est Ok. probablement ce qu'on va lancer fin avril. Voilà. Ok. Et en termes de livraison, donc vous avez dit, hein, c'était récemment Cthulhu Origin. Il y a d'autres Ouais, livraisons prévues ouais, ouais. Alors, prochainement? ce qu'on a là, dans le mois qui vient, on va recevoir donc l'Ombre du Seigneur des Monts, les suppléments qui avaient été financés l'année passée. On va recevoir les 2 prochains suppléments pour l'Aélite, c'est également prévu Hmm. pour le mois d'avril. Et puis dans un peu pêle-mêle, on va recevoir le prochain numéro de Casus Belli, le 49. Ok. Ça, ce sera aussi en avril. On a un supplément pour Savage Worlds Adventure Edition qui s'appelle le Compagnon Super Pouvoir, qu'on va recevoir également. Et puis un peu plus tard, probablement plutôt en mai, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas au printemps, je ne sais pas exactement quand, on aura les 2 prochains suppléments pour Polaris qui sont Hégémonie et Ligue Rouge, qui arrivent incessamment sous peu. Voilà. Ok. Super. Ça marche. En termes de convention, on va pouvoir vous retrouver à Troll et Légendes. On le rappelle, Pour c'est les le légendes, le 18 week-end de avril. Pâques, c'est Ouais. ça, de 18, 18, 18, enfin, le 19 et week-end de 20. Pâques, 18, Hmm. 19, 20, ouais, donc on y sera le 19 et le 20, le week-end Ok. de Pâques. Et puis, on sera peut-être présent sur un autre salon, mais c'est pas encore certain, Ok. euh, cet été. Et sinon, ce sera Octogone Octogone. l'automne prochain, évidemment. Voilà. Donc si vous voulez voir Black Book Edition prochainement, c'est à Troll et Légendes. J'y serai aussi si vous arrivez à me trouver, normalement, si tout se passe bien. On Donc, y arrivera. ouais. Et puis, on va encore craquer notre PEL chez BBE en 2025. Voilà. Bah écoutez, commencez à emmagasiner les sous. Et puis faites-vous plaisir, quoi. Merci Mehdi, merci Tony de votre disponibilité, de Merci. votre présence. Et ben, Euh, merci à toi, Manitou, et merci à tous. Merci Allez, merci à à tout le toutes monde. les personnes du chat. C'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses ce soir. C'était chouette.